Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 366 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va jouer sur le Basket Lab avec le petit jeu de la draft à l'aveugle. Avec aujourd'hui Nico, alias Steel Ballin de Basket Info, l'écho des parquets et auteur du livre LeBron James avant LeBron James. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, la draft à l'aveugle, 2-3 mots avant de vous lancer, puisque, juste pour vous dire, cet épisode est un extrait d'une quotidienne du Basket Lab, la fameuse quotidienne du Basket Lab, tous les soirs de la semaine, 21h30 sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous dit, n'hésitez pas à vous abonner au flux de podcast Le Basket Lab live pour les replays, ou alors sur la chaîne YouTube live également. C'est là que se trouve tout le contenu un peu en brut de ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on avait ce duel, non pas duel de joueurs mystères, au contraire, qui est un autre format, mais au contraire cette draft à l'aveugle, format hyper intéressant. Et c'est vrai que le jeu est tellement intéressant en soi que je me suis dit qu'on peut le poster pour démarrer ce week-end du All-Star Game avec un petit jeu. Voilà, toujours un peu fun de jouer ensemble. Donc voici notre jeu de la draft à l'aveugle qui date de il y a 2 ou 3 semaines avec Nico. On y va, on se fait au moins une draft à l'aveugle. Donc je présente le principe. Nous avons un joueur mystère. Le but n'est pas tant que ça de deviner quel est le joueur. Ça peut être un bonus, mais il n'y a pas que ça. Le but c'est que en fait, Nico va nous présenter un joueur sans dire le nom. Et comme ça, on va pouvoir un peu se concentrer sur justement le scouting report et les qualités basket. Et en fait, le but du jeu, c'est que en ne sachant pas le nom, on se concentre sur le profil et qu'on détermine si c'est plutôt un mec calibre top 2 de draft, plutôt top 5, top 10, est-ce que c'est un mec du second tour, est-ce que c'est un mec non drafté. Voilà. Donc le but c'est vraiment de rigoler et de s'amuser avec le profil en soi. Et puis Nico, il y a aussi le jeu un peu parallèle qui est aussi de est-ce qu'on arrive à deviner le joueur au final, quoi. Oui, et puis c'est forcément des joueurs qui étaient candidats à la draft il y a quelques années. Donc maintenant on sait la réponse de ce que c'est devenu. Et là, on va pouvoir confronter directement l'analyse de Guillaume avec le résultat, quoi. Exactement. Alors que Bam Bam me dit que ESPN et America, il a connu. Ça me fait chaud au cœur, tu vois. Que tu sois dans le même bateau que moi. Faites une asso, hein. ESPN America. Non, franchement, c'était très cool. Ouais, mais tu vois, j'ai regardé. Bah après, j'avais pas le bouquet dont tu parles, mais j'aurais bien aimé être des vôtres. Et je te jure, j'avais l'air con hein, quand j'ai branché la télé et tout. Bon bref. Sans sommation en plus. On est parti draft à l'aveugle. Le but, hein, comme dit, c'est pas que de deviner le joueur de qui on parle, c'est de parler un peu du profil et deviner quel type de prospect NBA, à quel type de prospect on a affaire. Ça vous avait beaucoup plu la dernière fois, donc on est reparti. Nico, je te laisse la main. Vas-y, donc petit rappel avant. 15% des choses que je dis sont vraies. Il y a quelques petits machins que je trafique un peu, mais qui n'ont pas d'incidence sur l'évaluation du joueur, juste pour éviter des fois de reconnaître le joueur trop vite, quoi. Donc nous avons un arrière-ailier de 2m3. Est-ce que tu as la mesure américaine? Ah oui, pardon, 2m3, c'est 6-7. Ok. Mais 6-7 avec chaussures. Sans chaussures, c'est 6-6, 1,98. D'accord. 97 kilos. D'accord. Envergure de bras de 6-7, donc 2m3. S'il faut que je répète, si je dois répéter, je peux, hein. Combien tu dis de l'envergure, pardon? 2m3, soit 6-7. 6 pieds. D'envergure aussi? Ouais, c'est ça. Donc 6-7 de taille, 6-7 d'envergure. Ouais. Après de taille avec les chaussures, hein. Donc tu sais, des fois les chaussures. Ok. Juste des pieds au sol, enfin pieds au sol, c'est 1,98, 6-6. Mais oui, du coup, t'es sur ça, t'es sur un peu une envergure de bras qui est un peu similaire à sa taille, quoi, globalement. 3e année de fac. Au moins, il se présente à la draft, il a 3e année de fac. D'accord. Dans une fac solide. Je veux dire, le nom, tu le connais, tout ça. Après, c'est pas l'élite, c'est pas les mecs qui sortent tous les gros lycéens, quoi. Grosse fac, mais pas Duke et Kentucky. Voilà, c'est ça. C'est avoir le cran en dessous, voire encore un peu en dessous, peut-être, ça dépend un peu des perceptions, mais tu vois un peu cette idée, quoi. Mais le nom, tu le connais, c'est pas du tout une petite fac ou quelque chose qu'on voit jamais, quoi. Ok. Lors de sa dernière saison à la fac, là je pars sur les stats. Lors de sa dernière saison à la fac, 15,8 points en 34 minutes. Un usage de 21%.
Si tu veux commencer des trucs, tu t'hésites pas, hein, même en plein Vas-y, milieu. vas-y. Son adresse 51% à 2 points. Vraiment à 2 points. Hein. 34% à 3 points. J'ai le true shooting qui est de presque 59%. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui veut dire en points par tir, on est autour de 1,20 points par tir, ce qui est très très efficace pour les standards NBA. Donc encore plus pour les standards NCAA. Parce que je t'ai pas dit que le 34% à 3 points, c'est sur 1,6 tentatives. Ok, ouais. J'ai pas noté le nombre de tirs en tout à 2 points, mais je l'ai quelque part si tu le veux. Les lancers francs. Oui, parce que dans le true shooting, il y a les lancers francs. Et là, t'es à un tout petit peu plus de 6 lancers francs par match. Réussi avec 78%. Plus de 6 lancers francs par match en NCAA. Ouais, c'est ça. En 34 minutes, effectivement, en NCAA. Waouh. Avec l'intérieur qui est dans les 3 secondes de raquette. Hein, donc, et un presque 80% de réussite. Donc ouais, ça a de la gueule, quoi. Rebond offensif, 6,1 rebonds, arrière ailier, hein, 6,1 rebonds, dont 2,4 offensifs. 2,4 offensifs, c'est pas mal, hein. Enfin, je te laisse faire ton analyse, mais bon. 2,2 passes décisives. Ouais. 1,4 interceptions. 0,4 contre. Et une perte de balle et demie. Ok. Je sais pas si tu veux un peu déjà commenter, commencer à te dire un peu ce que tu penses de ça déjà, ou si j'enchaîne. Alors j'attends. Est-ce que vous voulez peut-être dans le chat, est-ce que vous voulez que je mette un peu à l'image que je mette alors j'ai mis les comptes au Wemadia, mais est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit bloc-notes là à côté? Mais en vrai, mettre un des matchs, t'avais un match NCAA, comment ça s'appelle, Michigan Syracuse. Ça peut être marrant de mettre un truc un peu NCAA, dont là je te parle d'un mec qui est NCAA, donc 6-7 de taille. Ouais. 6-7 envergure. Ouais. Ok. D'ailleurs niveau qualité physico-athlétique, on en est où? C'est mon point suivant, donc je peux y aller. Ok, vas-y. C'est pas un athlète exceptionnel. Il est fluide mais pas explosif. Pas une grosse détente. Pas spécialement costaud. Vitesse latérale moyenne. Envergure de bras pas folle, ça tu l'as vu. Bref, moyen partout. Et tout ça, c'est le moyen partout quand même déjà vision NCAA, tu vois. D'accord. Ok, donc 3e année de fac. Ouais. On rappelle que on est que à 95% d'éléments vrais. Hein. Oui, il y a des petits trucs. Après, voilà, c'est des trucs qui sont pas censés changer l'évaluation. Non, mais parce que là, je pense à quelqu'un directement. Bon, dis-le si tu veux. Après, je réagirai pas. Tu réagiras pas. Je suis pas sûr. Mais tu vois un mec comme Sam Dekker, par exemple, éventuellement, mais ok. Donc 51% sur les 2 points, 34% sur les 3 points. Mais je me souviens plus si Sam Dekker il tire aussi peu de 3 points, à peine 1,6 par match. Ok. Quoique Sam Dekker, il avait peut-être pas autant de lancers francs. Donc ça, c'est quand même très cool. 59% de true shooting. Donc ça, c'est très très cool. Très efficace. Ok. T'as dit aussi plus de 6 lancers francs, c'est ça? Ouais. Ça, c'est très bon. Ça veut dire que ça drive quand même. Hein. Tu vois, tu me dis fluide et pas explosif et pas costaud, et pourtant, il y a plus de 6 lancers francs par match. Ouais, tout à fait. C'est quand même très cool. Hein. Donc comment il va les chercher sur drive, sur du... Est-ce qu'il est utilisé parfois sur des rolls, des alley-oop ou... Alors on y vient. Ok. Je sais plus dans quel ordre. En plus, j'ai là les notes que j'ai prises, je les ai pas prises hier, quoi. Donc j'ai plus tout en tête. Mais il me semblait. Enfin voilà, on développe un peu. Donc je continue. Donc voilà, globalement athlète moyen bon, on dira quand même, je pense. Mais joueur intelligent qui fait toutes les petites choses qui aident à gagner, 2 points, actif en défense et au rebond, il fait l'extra passe. Il voit le basket comme un sport d'équipe, tu vois, il est vraiment dans ce côté je suis dans le collectif, quoi. Excellente attitude. En attaque, il n'a pas les qualités athlétiques ni le dribble, lequel chez lui est juste fonctionnel, donc il a un dribble, mais c'est un peu le minimum syndical, quoi. Bon, un peu plus, quoi. C'est juste qu'il peut se déplacer sur le terrain, quoi. Attends, il est pas explosif, il est pas costaud, il a pas un bon dribble, et il fait 6 lancers francs par match. On dira pas qu'il est pas costaud, on dira qu'il est moyen costaud, quoi. C'est vraiment
tu reparles d'un B2K, c'est vraiment, tu sais, je sais pas, une B2K, si t'as tout le monde, et il a 65, 110 partout, quoi, tu vois. Est-ce qu'il fait un peu de post-up au moins? Je sais plus, on va continuer, je te dirai Ok, après, ok, attends. ça marche. Alors, son dribble comme il a pas assez de dribble pour se créer son tir régulièrement en 1 contre 1. D'accord. Donc ouais, c'est ça le dribble qui est juste fonctionnel. Mais par contre, il voit et prend les opportunités de drive que lui donne le défenseur. Donc tu vois ce truc-là de créer vraiment en contre 1, il peut pas. Mais dès qu'il y a une ligne, non seulement il la voit et il la prend. Et ça fonctionne quoi. Il utilise très bien son corps en faisant des grands pas et en protégeant bien la balle avec son corps. Excellent contrôle du corps. Et il arrive à trouver des bons angles, notamment sur des lay-ups, tout ça. Tu vois, il arrive un peu malgré les bras, tout ça, à trouver des angles pour quand même lancer la balle vers le panier, de sorte à ce que ça puisse quand même rentrer, quoi. Dans ce même ordre d'idée, il est un bon joueur sans ballon, efficace en cut et qui va au rebond offensif. C'est un peu le gars qui est au bon endroit au bon moment. Il provoque d'ailleurs beaucoup de fautes, comme tu l'as vu. Je crois pas qu'on parle de poste bas. Attends, laisse-moi un peu regarder vite fait. Non. Et en général, quand ils en parlent pas, comme en plus c'est un arrière ailier, c'est qu'il y a pas. Et que c'est pas une tendance, quoi. Tu vois, donc c'est un peu inexistant dans son jeu. C'est ce que je comprends. On est d'accord que les détails que tu changes ne changent pas à ce point le profil en termes Non, 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 d'évaluation. non. C'est vraiment des trucs débiles. C'est par exemple dans les stats, j'ajoute 1 ou 2 points à la virgule. Tu sais, si je te dis 2,3, bah, 2,3, c'est peut-être 2,4 ou 5. Tu vois. Ouais, non, parce que tu vois, je pensais à Kawhi Leonard, mais sauf que Kawhi, il a pas des bras de 6-7, il a des bras de 7-7. Hmm. Donc, Non, si, par exemple, l'envergure de bras, j'aurais pu descendre de 1 ou 2 centimètres, mais pas de sorte ouais, à ce mais que pas ça autant. change voilà. Ouais. Les proportions sont sont les vraies, quoi. Je veux dire, donc là, Ouais, ouais. effectivement, ton joueur, il a une envergure de bras qui est un peu limitée, que je suis 2,3 m ou 2,1 m ou 2,2 m, c'est pareil, quoi. Ça change ça. Donc, Non, mais tu vois, je effectivement, demande parce que effectivement, je pensais à Kawhi, mais dans le chat, on nous propose Jody Roga nous dit Jimmy Butler, ça pourrait coller, même si je crois qu'il a des bras un peu plus longs. Et Kyle Anderson, alors Kyle Anderson, pour le coup, je crois qu'il a des bras très longs aussi, et c'est assez important pour sa défense, mine de rien. Et puis Kyle Anderson, c'était un meneur, hein. Meneur pur, donc ça colle pas avec les ouais, il est 2,2 dribbleur, assists. Hein. bien meilleur dribbleur, quoi. Ouais, ouais. Ok. Mais après, le chat peut aussi donner son avis sur le profil de jeu aussi, parce que là, Oui, toi, bien sûr, bien sûr. Guillaume, t'as dit un peu que le truc de lancer franc, ça te plaisait bien, que globalement son adresse te plaisait bien. Je veux bien aussi l'avis du chat là-dessus, quoi. Ok. Ok. Il est un shooter capable en réception de passes, 36%, mais petit volume. Ok. Il est aussi, et alors je crois pas qu'ils le disent, mais tu comprends que c'est à 3 points, c'est du catch and shoot, quoi. Il fait pas trop autre chose, quoi. Il est aussi devenu un joueur relativement à l'aise dans le tir à mi-distance, en sortie de dribble. Bonne sélection de tir, bon decision maker. Enfin, globalement, bon decision maker. Et il perd peu de ballons. Et après j'avais la défense. Je sais pas si tu veux un peu rester là sur l'attaque. Et après la défense, j'ai fini. Juste pour dire, donc 2,2 assists, ça m'étonne un peu. Parce qu'il y a plein d'autres indicateurs où tu me dis le mec est assez intelligent. Donc c'est peut-être juste un côté profil ou passing. Peut-être que en NBA, parce que là on parle d'un joueur NBA, on est d'accord. Oui. Un joueur qui a l'air NBA, quoi. Qui est pas juste un prospect. Peut-être que le passing est venu. Qui a des matchs NBA. Ouais. C'est peut-être un mec qui a même su développer ensuite du passing, mais parce que tu vois, tu me dis 2,2 assists, bon c'est pas beaucoup. De l'autre côté, je vois 1,4 interceptions, indicateur dans mon QI basket. Tu me parles d'une bonne sélection de tirs aussi. Voilà, je pense que ça fait aussi QI basket pas mal, donc presque le 2,2 assists fait un peu, non pas tâche, hein, mais un peu décalage avec indicateur de sélection de tir et interception. Mais ok. Continue. Après, pense que, enfin, tu vois, je t'ai donné l'usage qui est de 21%, même si j'étalonne pas très bien cette stat. Mais de ce qu'on lit là, pour moi, c'est un joueur qui en fait n'est pas le porteur de balle, qui n'est même pas la star de l'équipe, qui n'est même pas tu vois, ça parle beaucoup de cut, de rebond offensif, de jeu sans ballon. Pour moi, c'est qu'il a un rôle assez secondaire dans la création, mais de décider, quoi. Je veux dire. Ouais.
Donc il a peut-être des qualités, mais il n'est pas utilisé comme ça, quoi. Du moins sans ça, et son entraîneur ne lui voit pas ces qualités-là. Ou alors, dans l'équipe, il y a un autre mec. Du coup, je pense à Calipari. c'est peut-être Devin Booker, alors. Et tu sais, t'as aussi le truc que dans l'équipe, il y a un autre joueur qui est un peu plus typé porteur de balle, créateur, et tu sais, des fois pas forcément meilleur. Là, je t'avoue que je sais pas pour le cas là. Ouais, mais juste plus installé déjà, quoi. Oui, voilà, et tu sais, il y a beaucoup de joueurs où, ouais, comme tu dis, ils sont bien installés. Ou alors même de réputation, tu sais, il y a un peu des trucs comme ça. Donc c'est un peu, t'as un peu ce biais-là qui peut venir un peu se mettre en travers de ton analyse. Ok. D'ailleurs, si tu veux un peu, je regarde l'équipe dans laquelle il est, voir un peu s'il y a des trucs comme ça, je peux faire un tour, mais là, de tête, j'ai un peu peur de me planter, quoi. La défense? Défense, alors, ouais. En défense, est très actif, plus excellente D'accord. discipline, reste bien en position, conteste les tirs, présent sur la ligne de passe. C'est pas bon signe, ça. Quand on commence à dire il conteste les tirs, c'est que, comme quand tu dis, non mais lui, il est gentil, quoi, tu vois. Oui, c'est que, si. C'est qu'il n'y a pas le reste, quoi. Bah après, non, attends, on a dit très actif, Non, vas-y. discipline, reste bien en position, conteste les tirs. Par contre, manque de vitesse latérale et de puissance. Voilà. Il peut être Qu'est-ce en que j'ai dit? Il peut être en difficulté face à des joueurs aux qualités athlétiques de niveau NBA. Et j'en ai fini pour ce joueur-là. Mais tu sais, c'est typiquement le genre de joueur que quand moi je lisais un peu les rapports à l'époque, où voilà, tu me dis, ah mais il est intelligent, quoi. Mais globalement, pas juste un truc ou deux, ou pas juste Jalen Brown qui est dans une fac ou qui fait de l'ingénierie à la fac, quoi, tu vois. Il a pas fait de l'ingénierie, il allait une fois dans un book club. C'est pas pareil. Mais je sais plus trop ce qu'on disait de Jalen Brown qui est à la fac. Enfin, apparemment, il avait un cursus de mec intelligent, quoi. Et j'en doute pas que c'est le cas et qu'il était bon, mais c'est ce que, enfin, il peut y avoir une différence entre l'intelligence scolaire, on va dire, ou du moins apprendre des trucs, et l'intelligence de basket, du sport, globalement. Ça se rejoint pas tout. T'avais aussi, c'est Joe Jackson qui était très fort aux échecs. Oui. Oui, et puis t'as aussi la fameuse rengaine de il va changer la culture du club parce qu'il bosse. Ça, c'est MKG, par exemple. Tu lis le profil MKG de Draft Express, c'est alors ils l'ont fait, c'est pas les seuls, hein, mais il y a ce côté, c'est un atout parce qu'il va changer la culture, parce qu'il se lève à 5h du matin et qu'il va bosser très dur, quoi. Oui. Et je peux même faire un petit peu de pub pour mon livre sur LeBron James, où on parle de l'équipe de travail, pas que pour lui. Et t'as l'exemple de Joe Smith, numéro 1 de draft, super joueur NCAA, mais tout le monde n'arrête pas de dire son truc de ce que j'avais trouvé à l'époque. Hein. Donc la presse de l'époque n'était pas aussi experte en termes de scouting et même globalement de basket, je pense, que maintenant. Mais il y avait vraiment ce truc mis en avant de gros bosseur, vraiment c'est un truc incroyable, machin. Et pour le coup, c'est vraiment Joe Smith, un joueur qui a vivoté en NBA, qui était toujours décevant un peu par rapport à ses capacités. Et que si tu vois le joueur NBA qu'il était, tu te disais pas que c'était un gros bosseur, quoi. Ouais. Donc défensivement, ça sent le joueur intelligent, quoi. Donc très actif, bof en défense, quoi. Reste bien en position, conteste les tirs. Après, tu vois, il n'y a pas écrit intelligent. Il y a écrit très actif, excellente discipline. Plutôt, et ça pourrait être le joueur très scolaire, vraiment le joueur qui, c'est pas forcément de la compréhension de jeu, mais c'est j'applique les consignes du coach bien, quoi. Et ça, il n'y a pas marqué intelligent, mais il y a quand même marqué 1,4 interceptions. J'allais te relancer là-dessus, effectivement. Ouais. Donc c'est pas que le mec scolaire qui est en position, mais qui est un peu neutre. Et il n'y a pas écrit 1,5 interceptions, mais Paris tout le temps, quoi. Il n'y a pas écrit ça. Donc c'est pas forcément de la stat gonflée bah oui, mais je tente tout le temps l'interception, donc oui, au bout d'un moment j'en fais beaucoup, mais en vrai je suis un mauvais défenseur parce que les fois où j'ai pas la balle, je suis plus en défense, quoi. Ok, donc finalement on a peut-être un défenseur positif NCAA. J'ai presque envie de dire qu'en NBA on est autour de la valeur neutre, alors peut-être ça peut osciller parce que d'après ce que tu dis, déjà en NCAA, tu m'as dit manque de vitesse latérale et galère un peu contre des athlètes de calibre NBA. Je pense que c'est un mec qui pourrait, qui en termes d'évaluation de draft a dû être dit bon, il est cool en NCAA, mais peut-être qu'en NBA il sera un peu moins bon. Et peut-être même que ça s'est concrétisé en NBA en mode bon, c'est sympa,
c'est pas la fuite de valeur défensive par lui, mais ça peut se faire un peu cibler, ou alors c'est pas top, ou voilà, c'est pas ultra positif malgré intelligence de jeu, etc. Et après, ouais, ok. Bon, l'attrait principal du profil, ça reste l'attaque, et évidemment. Moi, le côté efficace, c'est quand même très cool. C'est quand même très cool parce que donc tu dis, on a un mec qui shoot pas beaucoup de 3 points, mais qui est quand même quasiment 60% de true shooting, c'est-à-dire 1,20 points par tir, c'est-à-dire largement au-dessus de la moyenne NCAA. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est le 6 lancers francs par match. Alors que tu m'as dit, il a pas de dribble, il est pas hyper explosif et il est pas hyper costaud. Alors après, je me mets dans la position vraiment où je me base que sur ce que je viens de te lire. Hein. Ouais. Gros pourcentage aussi avec beaucoup de jeux sans ballon. Ça parle beaucoup de cuts, ça parle de rebonds offensifs, ça parle. Qu'est-ce que j'ai vu aussi Donc il y aurait des fautes un peu sur ce côté crash and finish, quoi. Bah déjà, mais crash and finish, quoi. Ouais, déjà une grosse adresse. Bah oui, quand t'arrives à choper c'est une bonne chose, mais à choper la balle à côté du panier parce que la défense a un peu t'as oublié. Bah c'est un panier que tu mets 9 fois sur 10. Ouais, après 6 lancers francs par match, juste sur 2, je vais au rebond et je prends des fautes au rebond, ça me paraît beaucoup quand même. Il y avait un peu de drive au moins dans le lot, il y avait un peu de drive au moins, un peu du drive intelligent, non? Bah il y avait le drive en ligne droite, quoi, c'est-à-dire mais pareil, ça rejoint un peu ce côté off-ball, tu vois, le ballon il tourne, mais parce que personne trop s'occupe de lui, et puis à un moment donné la balle lui arrive dans les mains, il est derrière à 3 points, et le décalage a été fait un peu en amont, et juste il va dans le trou. Alors ça reste bien et dur, hein, mais tu vois, t'as un peu ce côté. Je profite quand même de ce qui m'a créé, et j'avais quand même une voix. Tu sais, c'est comme on disait, tu vois, Chris Paul. On a une discussion une fois de Chris Paul qui a toujours une très bonne adresse dans sa carrière, mais finalement un volume de points un peu peut-être un chouïa bas par rapport à ce qu'on aimerait. Et il y avait un peu cette question de mais est-ce que il n'a pas aussi une bonne adresse parce qu'il choisit un peu trop ses tirs, qu'il va un peu trop sur les tirs qu'il est un peu sûr de marquer, mais du coup quand t'as besoin un peu de forcer un peu la décision, bah, peut-être il manque un peu, quoi. Et là, on peut quand même se dire très bonne adresse, oui, mais c'est aussi parce que c'est un excellent opportuniste, mais que s'il n'y a pas les opportunités, que fait-on, quoi. Et que pour ça j'ai un peu lié aussi à cette trop bonne section de tir, j'ai presque envie de dire. Je réponds à un message dans le chat. Bienvenue, salut, Magic79 qui nous dit bonjour, je viens d'arriver. Vous parlez de quel joueur? Alors justement, ça s'appelle la draft à l'aveugle. Donc le but c'est qu'on connaît pas trop le joueur, il faut qu'on évalue un peu le profil. Donc si tu veux rattraper un peu le retard, en gros, je peux faire le bilan, on est là. Donc essayons de trouver à quoi ça correspond, qui est ce joueur. Alors au-delà de qui est ce joueur, qu'est-ce qu'il vaut surtout? Il faut qu'on dise à peu près à quelle place de la draft il a été drafté. Est-ce qu'on est plutôt sur un top 2 NBA ou sur un 30e pick ou même sur un deuxième tour? Donc, arrière ailier, 6-7 de taille et pas de bonus d'envergure de bras. Ok. Azad disait Corey Maggette un peu dans le profil, mais je crois qu'il est plus costaud, effectivement, Maggette, mais beaucoup de lancers francs. Kenneth Farid aussi, mais je suis pas sûr que Kenneth Farid... je suis pas sûr qu'il y ait autant d'interceptions, et je pense qu'il y aurait eu plus de blocs, et je pense qu'il y aurait eu plus de rebonds. Le côté à tête moyen me fait penser à Middleton. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal Middleton. Ça peut coller aussi. Ouais, Middleton c'est pas mal. Donc je crois qu'il a des plus grands bras, mais bref. Donc arrière allié, 6-7, fluide et pas explosif, et pas hyper costaud, mais un peu quand même. 21% d'usage, très efficace, mais pas trop de shoot. Donc ça c'est un peu... c'est là où je pense. Shoot, hein. Tu disais 36% catch and shoot. Après, t'as le petit volume. C'est le petit volume, ouais. Petit volume qui. Après, petit volume. Mais lancer franc. T'as quand même presque 80% lancer franc. Oui, mais le petit volume me fait dire que c'est pas un shooter de base, quoi. Tu vois. C'est pas un mec qui. C'est pas Middleton. Par exemple, j'en sais rien, peut-être c'est Middleton, mais je veux dire, mais c'est pas un mec où on se dit, ah tiens, je pense à lui, je pense à shoot. Après, tu m'as dit qu'il avait quand même un petit pull-up. C'est peut-être juste comment c'est écrit il est devenu, attention, il est devenu, on me rappelle que c'est un 3e année. Il est devenu à la fac, hein, pas à NBA. Ah oui, là je parle que oui, là je suis c'est vraiment là on parle, notre présence c'est juste avant qu'il aille en NBA. Donc au fil de ces 3 années de fac, il est devenu un joueur relativement à l'aise dans le tir à mi-distance en sortie de dribble. Donc c'est pas Tim Hardaway Jr. puisque lui
il n'y avait pas de progression linéaire, c'était une année bien, une année pas bien, et dans toutes les catégories. Déjà, c'est pas Tim Hardaway Jr., mais non, mais le truc, c'est que c'est peut-être aussi un shooter. Tu vois, 80% lancé franc, ça me dit que c'est un plutôt bon shooter. Il y a des fondations avec l'indicateur lancé franc, ça se confirme un peu avec, avec les pull-ups, et c'est peut-être juste un mec qui a été drafté il y a longtemps et qui, finalement, avait ce pull-up à mi-distance et n'avait pas encore développé la portée de tir jusqu'à 3 points. C'est possible aussi, quoi. Ok. 6 rebonds, c'est pas mal. Hein. Ça m'intrigue ce truc-là de pas trop de drive et en même temps beaucoup de rebonds, notamment des rebonds offensifs et beaucoup de lancers francs qui viennent peut-être sur ces rebonds offensifs et sur ces cuts. Tu vois, d'instinct, là, je penserais peut-être, quoique la défense ça colle pas trop, mais et bon, je sais que c'est pas Kawhi, mais un peu ce qu'était Kawhi à la fac, quoi. Tu vois, un peu le mec de miette. D'ailleurs, ce qu'il a un peu été au Spurs au début. Hein. Le côté. Oui. Le côté, justement, ramasse-miettes, ouais, je suis la seconde, enfin, la troisième lame presque, qui vient ramasser les déchets et les convertir en un truc bien, quoi. Ou alors, offrir des solutions, ce côté, les solutions 1, 2, 3 ne marchent pas, mais, mais lui profite des espaces créés par les options 1, 2 ou 3, pour se rendre libre, en fait. Oui. Oui, des Spurs, première année, c'était ça, hein. Alors l'expression française ramasse-miettes, voilà, peut-être avec une connotation un peu négative. On peut appeler ça crash and finish peut-être, si vous voulez avoir un peu plus le style et être un peu plus gentil. Donc crash and finish, le crash sur le offensive rebound, donc je veux au rebond offensif, les cuts. Mais voilà, cette idée de cut rebond, je prends un peu ce qu'on me donne, quoi. Mais en même temps, tu vois ok, ce côté ramasse-miettes, mais en même temps 6 lancers francs par match, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est beaucoup. Donc je pense qu'il y a quand même un peu, il n'y a pas que du cut, il y a un peu de création aussi, quoi. Je pense. C'est les défenses anti et après les fautes, c'est facile à générer, enfin, selon contre qui tu es, quoi. Il y a une question d'Eric Spochetron. Est-ce que sa troisième année n'est pas une breakout saison ou c'est une progression linéaire? Vu qu'il a menti, qu'il n'est pas en troisième année, il sait pas comment te répondre. Je peux donner l'esprit de la réponse, et c'est il y a pas qu'une année comme ça. D'accord. Donc en gros, c'est un quatrième année et il a pas explosé que la quatrième année, quoi. Il a fait au moins junior et senior. Ok. C'est vrai que pour l'instant, Butler ça colle bien. Ça colle bien. Après, je crois que ça colle bien jusqu'à la défense notamment, tu vois, où Butler, je pense que c'était plus que le côté athlète moyen mais bien placé, un peu Butler, il y avait quand même cet aspect de défense sympa, quoi. D'ailleurs, Butler avant d'exploser en 2015, il se fait ses premières minutes en tant que défenseur pour Thibodeau. Donc je pense que Butler était quand même un cran au-dessus en termes de niveau défensif on ball et même off ball, et tu vois le 0,4 de bloc par match, pour moi ça crie vraiment l'extérieur, quoi. C'est pas trop l'ailier qui peut faire un peu légèrement dépassement de fonction, protéger un peu le panier ou qui même peut contrer son propre vis-à-vis. Le fait qu'on ait peu de blocs, ça colle aussi avec les petits bras et ça colle avec le fait qu'il peut pas trop faire des rotations au panier, même s'il a l'intelligence pour le faire, mais il y a pas les bras pour le faire. Donc il est qualifié d'arrière ailier, hein. Donc pas juste ailier, arrière ailier. Oui, bien sûr, mais même pour un arrière ailier, finalement 6-7 c'est pas mal, mais c'est pas la folie, quoi. C'est deux bras. Ah oui, non, mais tu parlais par rapport au rôle un peu tu sais, le nombre de contres, c'était par rapport à ça que je réagissais. Oui, mais je veux dire, t'as des... Ah, mais ça confirme, je disais que ça confirme ce que tu disais. Si tu prends des... Oui, par exemple Marcus Smart, hein, bon, c'est peut-être l'exception dans le sens inverse, quoi. Mais tu prends Marcus Smart, tu prends Victor Oladipo, tu prends Chris Dunn, des mecs comme ça, je suis à peu près sûr qu'à la fac, il y avait beaucoup contre, quoi. Mais ne serait-ce que je te dis, contrer le propre vis-à-vis. Mais ouais, donc je pense qu'on est sur un truc plus neutre en défense que ça, à mon avis, que Butler. Donc je dirais que niveau profil, j'aime bien. Le fait qu'il soit plus vieux, tu vois, je pense que je vais le descendre de quelques places. Okay. Tu mens peut-être sur le troisième année, mais peut-être que ça veut dire quatrième. Si tu mens sur il est en deuxième, peut-être le remonter un peu, mais quel âge il a? Tu peux me dire l'âge qu'il a ou pas? Bah, j'ai peur de devoir faire le calcul, attends. D'accord. Parce que du coup... 21-22, quoi. Attends.
Tant que tu me dis pas. Ouais, je pense que c'est 22 ou 21. 21 ou 22, on est plutôt dans ce... D'accord, mais il a pas 24, quoi, grosso modo. Il a pas 24, non, c'est pas Taj Gibson. 24, je t'aurais dit grand max 30e de draft. Bon, là non. Ok. Effectivement, tu vois, Bamzerido dit fin de loterie. Ouais, je pense que je dirais deuxième partie du premier tour. Un truc comme ça. Parce que le fait qu'il soit plus vieux, ça compte. Je pense. Après, il est quand même ultra efficace, mais il n'y a pas les qualités athlétiques, et je pense que ce combo de pas forcément les qualités athlétiques sexy, on va dire, ça, si on les retrouve plutôt deuxième partie du premier tour, alors que plutôt on aura peut-être un peu tendance à parier, généralement sur des tendances générales, hein. On n'est pas, c'est pas une règle sans absolue, mais il y a un peu ce côté, les paris, donc un peu plus des athlètes qu'on va drafter un peu plus haut, ou un peu soit athlète, soit plus jeune, et lui il est ni athlète ni jeune. Donc ouais, tu vois, je dirais presque 18, 27 quoi, 18-30 en termes de place. Ok. Dans le chat un peu, Bamzerito, il a un peu dit son avis fin de loterie. Et vous alors? À votre avis, c'est quoi sa position de draft? Un peu parler. On attend un peu vos réponses. Et globalement, ce joueur-là, pendant que ça parle un peu, parce que là, on te le fait le drafter ou l'envisager, mais sans contexte. Mais du coup, est-ce que tu peux avoir des joueurs où tu as des profils intéressants, mais que ça dépend beaucoup des joueurs qu'il y a autour ou des trucs comme ça. Là, tu verrais ça comment? Je veux dire, tu es le GM, t'as un mec qui te dit, t'as un recruteur qui te dit ce profil-là. Tu dis c'est cool, mais tel problème, pas tel problème, ou finalement là t'as ce côté un peu ça sera jamais un problème de le tenter le coup. Toi tu le prends en 8e position, admettons qu'il tombe en 35e position et c'est ton pick, ou même 45e ou un truc comme ça, et je peux comprendre qu'il y a des joueurs tu les prends pas, même si initialement tu leur donnes une valeur plus élevée, mais tu les prends pas parce que c'est des joueurs au profil un peu particulier qui ça vaut le coup de les prendre que parce que tu peux te le permettre au regard de ton effectif. À l'inverse du joueur passe-partout que tu prends quelle que soit ton équipe, ça vaut le coup de le prendre, quoi. Là, tu vois ça comment? Je pense que c'est un truc un peu sans risque en un sens. Alors pas forcément beaucoup d'upside. Et de l'autre côté, c'est vrai que tu vois, Van Fanel le dit là, ce que j'allais dire, mais si lancé franc par match, moi je pense qu'il y a quand même un peu de création là-dedans. Et surtout, tu m'as parlé de pull-up. Il y a pas de 3 points, il y a pas de jump shot, mais il y a un peu de pull-up. Et le pull-up, c'est de la création. Les lancers francs, je me dis, il y a peut-être un côté un peu création, non pas caché, mais un peu ce pari de prenons-le, il peut se développer un peu en créateur, mais on n'attend pas forcément à ce que ça soit le cas, quoi, au final. Tu vois, il y a pas, et moi je vois un peu ce type de profil où ça va pas faire un bust. Tu vois, ça va pas faire, je sais pas moi, Josh Jackson, ou super athlète, etc. Mais en fait, il y a rien qui sort. Parce que les fondations de la maison elles sont bien, mais il y a jamais, les murs ont pas été peints et on n'a jamais eu une immeuble, quoi. Grosso modo. Et du coup, si tu projettes au-delà même de la draft, tu sais un peu en termes de rôle, tu dis, tu le vois quand même être au moins un joueur de rotation NBA, ou du moins, voilà, t'as ce côté un peu plancher, c'est ça que tu pourrais dire? Ouais, je pense. Mais peut-être avec un plafond, un niveau maximum peut-être plus bas, en termes de réalistiquement, peut-être s'il développe ce côté, tu vois, lancer franc et pull-up, peut-être que ça s'est concrétisé en NBA et que ça a pu taper un peu, mais je veux dire, si tu me dis ça a été un bust total, qui a jamais rien fait, je sais pas. Quoique peut-être, hein, peut-être parce que il y a un peu de création en NCAA, mais que ça se transpose pas au niveau supérieur parce qu'il est pas fluide, enfin parce qu'il est fluide mais pas explosif, pas costaud, et que le shoot rentre pas non plus. Ouais, mais en fait il y a un certain plancher, un niveau minimum avec l'intelligence, j'ai l'impression. Oui. Mais de l'autre côté j'ai l'impression que c'est qui tout double avec les qualités athlétiques. Comme tu m'as dit, il est pas mal, il est fluide, mais pas explosif, pas costaud, etc. Ouais. C'est un peu qui tout double, quoi. C'est un peu, tu vois, je parlais de Sam Dekker, là c'est peut-être pas, c'est Sam Dekker, c'est lui ou c'est pas lui, mais Sam Dekker, intelligence de jeu, du toucher de balle, un peu de création, des lancers francs, du rebond offensif. D'ailleurs, c'est peut-être lui d'ailleurs, mais ça a jamais rien fait. Alors qu'il y avait jamais d'énormes trous béants dans son jeu.
C'est juste qu'au final, il y avait rien de génial et que ça a un peu disparu comme ça, quoi. Et le truc des qualités athlétiques, c'est que il y a une espèce de seuil un peu invisible qu'on voit pas, mais en dessous duquel, qu'importe ton intelligence, t'es un peu trop en déficit sur de la vitesse ou de la longueur du machin, ou que même si tu t'es bien positionné, même si t'as compris le jeu, t'es quand même trop lent ou trop en retard ou pas assez costaud, comme ça. Et c'est vrai que t'as un vrai filtre au physique, en fait. Oui. Et du coup, juste pour citer un peu le chat, donc t'as Black Ganon qui parlait, qui dit bonsoir d'abord. Ah, c'est Lucas, Black Ganon. Merci, c'est lui qui nous fait les points sur le quiz, Lucas. Ah, ok. Qui dit autour de 25 positions à la draft. Eric Spochetron qui dit qu'il sait pas trop, que le fait que ce joueur-là soit en progression, semble-t-il, il le pondère forcément à la hausse, mais il pense que ça... Pas que ça rentre dans la loterie non plus, mais du coup c'est un peu comme toi, hein, 18 tout ça, donc ouais, deuxième partie du premier tour. Début du second tour, si le côté athlétique est vraiment limité, bah là le côté athlétique, on n'a pas plus que qu'on vient de dire. Après, c'est vrai que c'est l'œil, parce que là, on l'a pas dit, mais c'est grosso modo le scouting report de l'époque de Draft Express, NBA Draft, tout ça. C'est aussi leur œil. Et des fois, on n'a pas le compas dans l'œil. Est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as pas, ça dépend, quoi. J'ai presque envie d'évoluer en disant 25-35, tu vois, en termes de position de Ah, draft. tu commences à reculer un peu? Un peu, le fait qu'il est un peu plus vieux, tu parles des qualités athlétiques, c'est vrai. Bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, pour rigoler, j'ai mis un peu des highlights de Luc Arangodi, qui était un mec qui était un très très fort joueur NCAA à l'époque à Notre-Dame, mais voilà, qui a rien fait en NBA parce qu'il y avait un peu de shoot. Il aurait pu devenir un des premiers, un poste 4 shooter, ou enfin même poste 3, un peu poste 4 shooter. Je pense pas qu'il aurait, 3 était vraiment pas dans ses... En fait, il est pas très grand, donc il était poste 4 un peu par défaut de, je suis pas très mobile, mais bref, voilà, le mec a pas les qualités athlétiques, il a pas survécu en NBA, quoi, grosso modo. Tout ça pour qu'on voit Rondo d'Excel. Je pense que c'est vrai. Oui. Non, mais attends, t'as pas vu le début de la vidéo, là. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça? Regarde ça. C'est pas la classe incarnée, ce mec? Désolé, pardon. Épisode de Madeleine de Proust. T'inquiète. C'est ton stream. Je veux juste dire que Kubilai disait, au pire des cas, tu peux avoir un joueur sympa de rotation qui se développe en connecteur et neutre en défense. C'est ça, ouais. Est-ce que j'ai pas raté quelqu'un qui a dit quelque chose? Je sais plus. Hormis citer des joueurs, ça on y reviendra un peu après. Est-ce que t'as lu le message de Eric Spochetron qui nous dit moi je sais pas trop, le fait qu'il est en progression semble-t-il, je le pondère fortement à la... Ouais, ok. Je l'ai exactement lu, donc Ok. On nous parle d'Oladipo. Alors Oladipo reste ma sainte trinité, hein, des meilleurs défenseurs que j'ai jamais scoutés en NCAA. C'est Victor Oladipo, Marcus Smart et Chris Dunn. Voilà. Et tiens, tant qu'on y est, je n'ai connu qu'un seul homme qui était capable de scorer sur Victor Oladipo en NCAA. Oladipo. Comment est-ce qu'on écrit ça? Comme ça. Je crois que j'oublie un F, un H. Non. Califoyat. Qui était un mec de Temple, je crois, Califoyat. Ah non. Ah si, un peu de highlight de Califoyat qui a réussi à scorer sur Oladipo, mais non, bref, Oladipo je pense pas, parce que Oladipo au niveau athlétique c'était la folie, hein. C'était juste, c'est même ça sa carte maîtresse, hein. C'est Oladipo, c'était de qualité de malade, énorme envergure de bras, même pour le coup, tu vois, Oladipo, je pense que c'était un peu Dwayne Wade, hein, de l'époque, c'est-à-dire le côté dépassement de fonction et capable d'apporter de la protection de cercle de haut niveau et pas juste je suis un poste 2 athlétique qui défend le panier, quoi, où je peux faire un compte de temps en temps. Seulement en défense là. Oui, en défense. Mais du coup, voilà, Oladipo, ça colle pas trop avec le profil au final, parce que on parle d'un mec qui est 6-7 de bras, donc pas long, pas athlétique, donc ouais. Pour te dire, Van Fanel, Oladipo no Inoue, je suis tombé de ma chaise. Non, mais sur le côté, bref. En défense. En défense. Préciser, parce que... Ah oui, d'accord, ok, pardon. Non, en défense, on parle. Il est drafté 2, Oladipo, non, nous dit Black Ganon. Oui, mais comme c'est la draft 2013, oui. Dans une draft normale, c'est 22, quoi, donc ça pourrait coller, tu vois. Ouais, et puis Oladipo, enfin, même cette année de fac, déjà, je crois que c'est en 3e année, je crois. Avant, on ne nous avait pas trop parlé de lui. C'est vrai. Et tu me corriges, mais s'il faut, mais déjà, l'NCA, c'est plus c'est un trendy, quoi. C'est un trendy avec un peu du jeu de transition, tout ça, mais c'est pas
tu te dis pas que tu vas en faire un porteur de balle comme a essayé d'en faire Orlando après qu'il est drafté, quoi. Il y a un peu de flash, mais Il y a un peu de flash, tout à fait. D'ailleurs, c'est très très Westbrook core de quand il était à UCLA. Et je pense que c'est exactement ce qu'a voulu faire Orlando, c'est refaire une Westbrook, quoi. Sauf que alors, est-ce que ça a pas marché, ça marchait, on peut discuter, quoi. Ouais, donc je pense qu'on est à peu près tous d'accord, ou alors on a un consensus, on s'est convaincus les uns les autres, de plutôt fin de premier tour, du coup. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez passer là vraiment sur la devinette, et s'il faut, je donne des indices? Vas-y, 2 minutes pour le joueur, alors. Devinette pour le joueur? Je vous laisse un peu parler ou je dis Vas-y, oui, vas-y. Ah, il faut que nous on pose les questions. Bah non, ou alors des propositions. Attends, il y en a eu plein déjà. Est-ce que j'écarte déjà les anciennes? Est-ce que je réponds déjà aux anciennes ou pas? Ou on s'en fout? Alors, est-ce que réponse ancienne, vas-y. Ou alors redites-les ou alors. Alors, Sam Dekker. Non. C'est pas Sam Dekker. Ah, si, Pas tu Sam vois, Dekker. ça collait pas mal, hein, en vrai. Ça mais je crois qu'il est peut-être un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Je crois oui et ouais non, je crois que ça collait très bien, ouais. Tiens, d'ailleurs, vous savez qui c'est là sur le terrain? Il y a Cody Zeller ici. Il y a Christian Watford ici, le numéro 2. Christian Watford, un petit, mon chouchou, qui est le frère donc de Trendon Watford, que j'ai découvert ça pendant un enregistrement de. Et non, et le petit là, c'est Yogi Ferrell, le petit Yogi Ferrell que j'aimais beaucoup. Que j'adorais, que j'ai découvert dans cette équipe, qui a mis du temps à arriver. Hein. Mais ouais, on nous a proposé Middleton aussi. Toi, tu l'aimais bien, Yogi Ferrell. Ouais, j'aimais bien. Ok, c'est pas grave. Middleton nous a proposé, c'est vrai. Axel nous dit Middleton. Ouais, pas Middleton. Pas Middleton. Ah, d'accord, j'ai eu peur. T'as dit ah ouais. non, c'était là ouais. Je prends l'information. Ok. Sur quoi? Alors, on nous dit Butler. C'est vrai qu'il reste sur Butler. Est-ce que c'est Butler? Ouais, c'est Butler. C'est vrai? C'est vrai. C'est exactement du Butler. Alors attends, j'étais obnubilé par un pull-up de Califoyat là. Bref. Ah ouais, 6-7 de bras, pas plus. Ouais, je crois que je dis regarde, tu l'as dit il y a longtemps. Hein. Ça m'a un peu saoulé d'ailleurs. Mais oui, c'était Jim Butler. Alors, je pense, à un moment, je l'ai un peu dit, je pense, alors moi, j'ai aucune souvenir ou vision des images de Jim Butler à quelle fac? Guillaume, quelle fac? Bah, Marquette. Marquette, voilà. Je me souviens, mais je crois, mais je Vous voulez que je mette des highlights de Jimmy Butler ou on reste un peu sur Califoyat? Si t'arrives à trouver, enfin, c'est toi qui vois après c'est ton stream, mais si t'arrives à en trouver surtout de Marquette, mais je sais pas si on en trouve un. Je me demande, et là on va peut-être voir, je me demande à quel point, par rapport aux qualités athlétiques, l'évaluateur donc c'est Draft Express, a pas un peu sous-estimé. C'est dur en vrai, hein. Carrément. Mais c'est sûr qu'ils peuvent arriver, ouais. Mais même pour la défense, tu vois, tu me dis un mec qui fait 7-7, fluide mais pas explosif, ça c'est vrai, pas costaud, ouais, mais. Alors costaud, je pense il est maintenant, alors, mais il était plus fin. Tu regardes les physiques, il a quand même pas le même physique. Et effectivement. Oui, donc c'est qui a trouvé c'est Jody Roga, ouais, effectivement. C'est Jody Roga, faudra remonter. Jody Roga, non, c'est Jody Roga, je me souviens, ouais, effectivement. Bravo, bah bravo. Ouais. Non, ouais, bien joué. En vrai, je vais te faire une confidence. Moi, je connais Nico, je me suis dit, il y a une possibilité que ce soit Butler, vu que la dernière fois c'était Bradley Beal, je me suis dit, il a dû vouloir me faire les deux profils des deux mecs qui étaient dans l'actualité des trades. Alors ça, j'ai pas fait exprès. Bradley Beal et Butler. Ah ouais, t'as pas fait exprès? Ça, j'ai pas fait exprès. Ah, ok. Non, je sais plutôt, hein, comment, bah, après, de toute façon, est-ce que, parce que la dernière fois, Bradley Beal, t'avais un truc un peu décevant, enfin, un profil un peu limité, mais le joueur est meilleur que le profil. Enfin, tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Et je m'étais dit, peut-être tu vas dire, ça va être l'inverse, le prochain. Donc, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais. Et j'ai plus raisonné comme ça, donc j'ai dit, je fais un peu la même chose. Peut-être encore un peu plus fort, parce que finalement, quand même, Bradley Beal avait quand même un bon profil. Et alors, tu vois, bon, je sais pas pour me donner des fleurs, hein, mais tu vois, quand j'ai commencé à parler de Kawhi, je pensais un peu au Kawhi et Butler, mais j'y croyais pas parce que pour moi, il a quand même plus de bras que 6-7. Peut-être que les mesures, c'est les mesures combine. Alors, je crois que je les ai. Est-ce que je les ai par là? Il faudrait que je remonte. Ou alors c'est pas indiqué, mais tu sais, c'est les pré-draft measurements de Draft Express qui sont en général issus de vrais trucs, donc combine ou quoi. Après, on n'est pas à l'abri que Butler est un peu grandi aussi, est un peu
Bon, qu'il ait gagné en muscle, ça c'est quasi sûr, parce que vraiment même après 21-22 ans, je sais pas exactement à quel âge il est drafté, hein, parce qu'en plus, sur la question de est-ce qu'il a breakout ou pas, j'ai un peu bugué, il a vraiment fait 3 ans de fac, mais il me semble qu'il arrive un peu tard, parce qu'il fait un JUCO ou un truc comme ça avant. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage aussi. Et cette première année où il joue presque pas, et après il fait 2 ans, à peu près les 2 mêmes années, un peu ça, c'est 15 points par match, tout ça. Marshall Brooks. 7-1. Tu l'auras un jour, Marshall Brooks. Tu l'auras en draft aveugle. Ah, déjà, on est à 6-7,5 là, au niveau du combine. Ouais. Non, mais dans ma tête, il a quand même des bras plus longs. Avec chaussures, tu sais, des chaussures. Non, mais tu mets pas des chaussures sur tes bras pour l'envergure. Ah, pardon. Bah oui, mais c'était 6-7. C'est quoi qu'ils disent là? Non, il dit 6-7,5, donc. Ouais, attends. Bon, ça change pas grand chose. Ouais, un demi-inch, c'est 2 cm. Non, c'est ouais, mais effectivement. Donc oui, tu vois, encore une fois, hein, quand je parlais de Kawhi et Kawhi Butler, c'était à l'époque, c'est totalement ça. C'était le côté crash and finish, quoi. Ah ouais, mais moi-même, je me souviens du Butler que j'avais même pas vraiment pris la peine de m'intéresser beaucoup à lui. Je me souviens juste, j'avais vu un peu ce profil-là, et un peu ce que je te dis ah ouais, cool, j'aime bien ce truc un peu vraiment très role player qui peut être sympa dans une équipe. Mais j'avais juste noté un peu comme ça. Donc il est drafté quoi? Il est drafté 30e. Je crois même qu'on dit 30e, c'est un peu généreux dans le sens où tu vois le mec je crois qu'il a 22 ans. On parlait qu'il était athlétique, voilà, c'était un peu trop limité. Et moi dans mon souvenir, j'avais un peu écarté dans le sens, j'ai un peu peur que le côté athlétique il soit juste en dessous de la limite qu'il faut, quoi. Tu vois, juste en dessous. Et tu vois, on parlait d'intelligence, mais on parlait pas non plus d'intelligence créative ou de trucs un peu, ça parle pas d'anticipation, ça parle pas trop d'instinct, ça veut l'air d'être un peu scolaire, un peu le mec tu vois, ça parle de mec qui est très actif et discipliné. Donc ça s'atteint un peu l'excellent élève, mais qui a maximisé, son truc grâce à sa bonne attitude et juste au fait qu'il applique bien les consignes. Ouais. Mais que du coup, voilà, là, il était au max, quoi. C'était un peu ce truc max. Moi, vraiment, quand il a, et quand il s'impose à Chicago comme Trendy, je suis déjà en mode, waouh, quoi. Déjà, t'es allé au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre, je pense. Et après, quand c'est devenu franchise player, là, j'ai fait, bah non, là, tu es en train de me mentir, Jimmy. T'as fait le carrefour, là, et t'as rencontré le diable, je sais pas quoi, comme quoi t'as échangé un truc, et t'as demandé à être un autre joueur, quoi. C'est tout. Pour moi, c'est incroyable. Et non. Mais je t'avoue que la description défensive. Ouais. M'a un peu perdu. Elle déçoit. Mais c'est quand j'ai. Quand je choisis un peu, tu vois, du coup, je regarde un peu le scouting report. Et quand j'ai lu plein de trucs. Et quand j'ai vraiment lu le truc, je me dis, il est trop cool à faire comme draft à l'aveugle parce qu'il y a des trucs trompeurs. Mais est-ce que vraiment il galérait face à des athlètes NBA en défense? Ou est-ce que c'est l'évaluateur qui était pas totalement dans le vrai aussi? C'est la question. C'est pour ça que je me suis un peu. C'est vraiment le cas où on se pose la question. Quand je t'ai parlé de est-ce qu'il y a des post-up, c'est justement, je pensais un peu à cet archétype Kawhi Butler, crash and finish et un peu post-up. Il y en a des post-up, hein. Ouais, mais ça, comme il y avait rien d'écrit dans tous les rapports que j'avais, et Mais parce que clairement, s'il a autant de lancers francs, c'est pas que sur des cuts et du rebond, et qu'il fait pas de drive, à mon avis, c'est qu'il y avait quand même du post-up, je pense. Probablement. Mais tu vois, comme moi je le savais pas et que c'est un peu risqué. Non, ça m'a perdu, là, ça m'a bien perdu. La défense, non, mais je voyais un peu, la défense, ça me décœure, quoi, tu vois, le mec, je fais acte de présence, quoi. Mais en même temps, il y avait aussi beaucoup de style, hein, comme on avait dit, il y a beaucoup d'interceptions. Donc c'était pas que la défense neutre. Mais je crois que j'ai dit en plus, non mais Butler, c'est pas possible, il ferait plus que 0,4% de blocs, ou 0,4 blocs par match. Je l'ai dit, hein, tout à l'heure, je crois. Tu l'as dit, oui, littéralement. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Non, après en voyant les matchs, peut-être t'aurais un peu des indices, parce que des fois il y a des éléments contextuels aussi. Suffisait aussi qu'il soit le défenseur sur le joueur extérieur tout le temps. Et d'ailleurs, tu vois, sur les images-là, il fait quand même vachement fin. Ah, il est très fin, ouais. Enfin, pas si fin que ça, tu vois, il y a des basketteurs beaucoup plus fins. Mais comparé au joueur qu'il est devenu quelques années après, il est presque méconnaissable, quoi. J'essaie de remonter un peu le chat, il y a pas mal de trucs qui ont été dits. Finalement, le profil est très similaire avec son jeu d'aujourd'hui, au moins sur l'attaque. Alors après, oui, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire le mec qui essaye pas trop à Miami?
Non, mais tu non, vois le côté un peu de pull-up plus capacité à créer ses lancers francs, oui, ça colle bien. Le Scotty Cooper ne fait pas le lien, ne dit pas il crée des lancers francs sur tir à mi-distance. Il aurait dit ça, je pense que toi et moi, sans savoir qui il est, on aurait dit ah il a une capacité de création en fait. Certes c'est sur du mi-distance, mais tu sais c'est du mi-distance mais avec du lancer franc en plus en prime, donc c'est cool. Et t'as ce côté un peu contrôle du corps qui est évoqué, hein, et qui en vrai c'est ça. Hein. Une Butler c'est beaucoup de contrôle de corps. Vraiment de faire croire aux défenseurs que ceci, cela, et du coup non, et en fait du coup ça fait faute, ou alors il a à se créer ce petit tir là. Donc en fait comment dire, les racines de son jeu, elles y sont là. Par contre, le fait que ce soit transposé à NBA, le fait que Butler s'en serve tellement bien que il en devient un franchise player, ça pour moi c'est de l'ordre c'est de la fiction presque pour moi. Oui ça arrive parce que y a des trucs exceptionnels tout le temps, mais j'aurais jamais parié ces petits éléments ils me font dire que peut-être tu auras ça. Oui, peut-être tu auras ça, mais se dire que ça va être le cas, non, parce que ça demande tellement de pousser cette technique c'est tellement subtil comme truc que c'est assez impressionnant quoi. Oui, et tu vois, même c'est vrai que là en revoyant des images d'avant, c'est vrai que tu te rends compte aussi de à quel point il a progressé et quel point c'est vrai que physiquement c'est pas le même, et j'avais presque un peu oublié cet aspect c'est vrai qu'au début il était pas du tout en mode puissance et un peu en mode un peu fluide comme ça, très linéaire quoi dans les drives, il y a pas trop en plus de accélération, décélération, et un peu Langui qui essaie d'aller autour des mecs et des trucs comme ça, et sans non plus le premier pas explosif. Tu vois, ça je me souviens aussi c'est souvent un mec dont je parlais en mode quand tu parles de prospect, tu dis bah en général, il faut un truc pour créer la différence, sauf quelques exceptions, des mecs qui peuvent être des go-to guys, qui arrivent à créer le décalage sans le premier pas, quoi. Et Butler était un peu de cela, mais c'est vrai que quand tu vois des images de avant même qu'il soit un go-to guy, physiquement, c'est pas pareil, quoi. Et aujourd'hui, c'est du déblayage continu, quoi. Mais oui, ouais. Cette façon de marquer avec vraiment du contrôle du corps et un peu de shiftiness, quoi, un peu de façon, des petites subtilités de gestes. Mais en fait, entre ça marche et ça marche pas, il y a rien quoi. C'est vraiment une fine très 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 ligne, une ligne. On a et en fait, j'ai du mal à dire que ce joueur traverser à un moment donné, tu vas y arriver. C'est tellement subtil que c'est très dur à vraiment se dire je vais réussir à faire ça, tu vois. Ouais. C'est marrant qu'au début tu aies pensé à Kawhi, deux joueurs qui ont explosé sans qu'on s'y attende. Ouais, exactement. Mais oui, mais c'est les deux cas de explosion qui sont de nulle part, alors qu'en plus au début, bah c'est justement ce profil crash and finish quoi, et de défense, ramasse-miettes plus défense, et qui les deux en plus à peu près la même période. Hein. Butler c'est 2015 et Kawhi c'est pareil, 15 plutôt 16 plutôt même la vraie prise de volume. Mais ouais, c'est deux cas qui sont assez étonnants, et comme je répète assez souvent, c'est comme si comparé 2013 par rapport à 2020, c'est comme si là on avait des 3&D de type Quentin Grimes et Josh Green qui en 2030 seront les deux des 10 go-to guys de NBA quoi. C'est un peu démentiel quoi, c'est des trucs qui sortent nulle part quoi. Ah ouais, non mais franchement, les moteurs franchise player, c'est pas normal. C'est comme Kawhi Leonard, dans le volume de tous les joueurs qu'on a regardé, ça n'arrive pas ça. Après, je t'avoue que j'ai revu un peu ma vidéo que j'avais faite sur les playoffs 2014 de Kawhi. Ouais. Une vidéo où je dis, il y a pas trop de création quand même. Hein. Nous, on était un peu plus bas que certains fans des Spurs, hein, qui voulaient le couronner très tôt, créateur et potentiel go-to guy. Je sais pas si tu te souviens. J'ai revu ma vidéo sur Kawhi que j'ai fait sur ces playoffs 2014. Le Guillaume de 2014 il disait des mots, mais les images, mes yeux d'aujourd'hui disaient ouais quand même. Hein. Alors je sais pas à quel point vu que je connais la suite, je vois ce que je veux voir aussi. Mais tu vois, des fois je dis ah ouais, Guillaume 2014 c'était un peu sévère là quand même. Non, là il y a deux trois trucs intéressants quoi. On revient un peu sur cette histoire d'étalonner, de mesurer à l'œil des petits détails, parce que comme on dit, des fois entre une qualité athlétique ou une qualité technique qui passe à NBA, qui passe pas qui passe en NCAA, qui passe pas en NBA, ou qui passe en NBA, des fois ça joue à vraiment pas grand chose des fois, et c'est un peu dur, quoi. Oui, vous aviez, j'essaie de rattraper un peu le chat là. Vous avez visé juste avec le placement de draft, toi aussi Guillaume, avec la fin de premier tour. Ah oui, j'ai bien fait de le descendre d'ailleurs. T'as bien fait de le descendre. 25 dans le 5, j'étais bien. Ouais.
Mais après, tu vois, même vu dès ses débuts à Chicago, le prendre 8ème, ça n'a pas été scandaleux du tout, parce que t'étais parti sur 5 Oui. à un moment donné. Oui. Qui a joué à Marquette avec Jake Crowder et Dwight Bucks. J'étais un peu déçu que vous citiez pas Jake Crowder. Surtout sur le côté un peu, je reçois la balle, ligne droite, je saisis l'opportunité pour faire une ligne droite au panier, quoi. Oui, d'ailleurs, lui était un peu pareil, hein. Parce que lui, je me souviens que en NBA, moi je découvre que c'est un ailier, alors que j'avais lu 2-3 articles de draft et on m'avait dit c'est un poste 4, quoi. Ouais, mais c'était de mémoire, c'était un quasiment vrai poste 4. Alors les postes 4 NCAA, c'est-à-dire c'est vraiment le cas classique du mec petit, mais aux très larges épaules, et où on dit ça passe bien NCAA. À NBA ça peut passer, mais tu vois, par contre lui, il a fait une excellente carrière. Il y a eu le moment donné, on a vu qu'il était super fort, mais c'était très avec Boston, mais il y avait quand même ce côté, c'est Boston qui lui donnait les conditions pour être ce joueur qui met une quinzaine de points par match ou je sais plus quoi. Mais lui, il était un peu plus conforme à ce qu'on aurait pu attendre du Butler, quoi, tu vois. Oui, mais finalement, c'est lui la norme, hein. Et c'est lui l'anomalie, au final. Mais ouais. Après, je crois, Jake Crowder, j'y ai pas pensé parce qu'il est un peu plus grand et un peu plus long aussi, hein. Je crois, de mémoire, il fait quoi? Il fait au moins 6'8", 6'9", non? Tout de même. Crowder? Ouais. En taille, je suis pas sûr. En bras, certainement, à vérifier, mais certainement. Mais en taille, moi, dans ma tête, il fait 6'7", Crowder. Crowder, c'est la 2012. C'est parti sur le body fat, là, c'est ça, sur le chat, à un moment donné? Ouais, body fat, il voulait voir qui était le plus petit body fat. Brandon Knight, qui était à 4% sur cette draft 2011. Jake Crowder. Non, il est pas là, mais non, mais ils sont trompés, alors. Ils sont trompés d'une année. Hop, Jake Crowder, il est où? Il est à, tu vois, il a 6'9" d'envergure. Ouais, non, en taille, il est à 6'6", hein. Ouais, après, les tailles NBA, ça compte pas, hein. Les tailles NBA, elles comptent pas, hein. Je suis désolé, mais on est d'accord. Mais par contre, tu veux que j'aille voir vite fait sur le Draft Express 2, parce que j'ai encore les Wayback Machine et tout, là. Non, t'embête pas. C'est un peu le même profil, en plus, pour le coup. Bah, tu vois, alors Fab Melo. Je vois Fab Melo, là, par rapport à la draft 2012. D'ailleurs, il est décédé, hein, je crois. Ouais, malheureusement. J'allais le dire. Mais j'ai pensé à lui il y a 2-3 jours quand j'ai fait ce tweet sur les pauvres pivots de défensifs dominants en NCAA qui ont pas pu briller parce qu'il y avait pas de zone en NBA, mais qui aujourd'hui pourraient être géniaux, quoi. Bah oui, mais en plus lui, je pense c'est vraiment le poster child de ça, parce que si je me souviens bien, il y avait vraiment ce côté énorme, très gros défenseur de drop, on va dire, NCAA. Et il s'est drafté, enfin je sais pas, il s'est drafté 16e, un truc comme ça. Et avec cette idée que peut-être ça peut être un peu un genre de Rudy Gobert, enfin ce genre de pivot là où voilà. Et en fait non, il a vraiment rien du tout parce que dès qu'il sort, enfin il a besoin de rester dans la raquette pour faire son truc, quoi. Ou même Walter Tavares, tu vois, il aurait pu faire carrière en NBA aussi. Si bon, bref. Non, j'ai eu Fab Melo, j'y ai pensé, mais Eric Spoelstra qui dit, en parlant de Butler, il a pas progressé physiquement tant que ça en 2 ans. Jimmy, 2 points. On l'envoie en mission sur le Brown 2013 et le l'évaluateur était bourré. Ouais, mais je t'avoue que la défense m'a un peu trompé, hein, parce que entre le très peu de blocs, ma limite, ça c'est ma faute. Et moi j'imaginais, genre j'exagère, hein, je caricature, j'imaginais Austin Reeves, tu vois. Genre, mais c'est comme bon, c'est pas un bon athlète, mais il manque de vitesse latérale, il souffre contre les athlètes NBA, mais Austin Reeves, il est intelligent, il est bien placé, il est discipliné. Je voyais un peu ça, quoi. Ouais, mais c'est comme ça qu'il est décrit. Alors après, peut-être que, je sais pas si on aurait accès à des matchs de Marquette de l'époque, peut-être qu'on se ferait cette même analyse en disant, l'impression qu'il donne, Butler, est effectivement de ce joueur, un peu limité physiquement et qui se fait manger par des athlètes, hein. Ça, je pense pas qu'on soit à l'abri de faire cette même évaluation, mais c'est vrai que ce serait une curiosité à voir, quoi, si on pouvait le faire. Effectivement. On s'arrête là peut-être pour la draft à l'aveugle pour celui-ci. Déjà 2h15, dis donc. Comme ça on se regarde un pour la semaine prochaine ou celle d'après ou celle d'encore après. Ça te va? Oh, bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aurez apprécié un peu de jouer avec nous, un peu changement de direction sur le Basket Lab. D'habitude on essaye d'être un peu sérieux. C'est vrai que là c'est un petit jeu, bon,
un jeu à moitié fun mais à moitié sérieux aussi, hein. On apprend des choses et c'est toujours un peu intéressant d'un point de vue basket. C'est pas 100% du jeu. Je pense qu'un jour, même on l'a déjà fait, mais on refera des soirées quiz ou voilà 100% fun et amusement. Ça on le laissera peut-être sur la chaîne de live, hein, de replay des lives. Je le mettrai pas forcément sur le flux principal, mais voilà. Ça me plaisait parce que l'exercice est intéressant. Donc je me suis dit, vu que c'est le week-end du All-Star Game, ça permettait de faire un épisode un peu plus détente que ce qu'on a fait dernièrement avec tous les trades où on était un peu obligé de réfléchir, salary cap, fit sportif, Luka Doncic, etc. Voilà, un peu détente aujourd'hui. C'est un peu l'objectif aussi de la quotidienne, c'est que quand on a un extrait un peu intemporel ou hyper intéressant, on le reposte parfois en flux principal. Mais sinon, si vous ne souhaitez rien louper de nos quotidiennes, je vous le rappelle, c'est le Basket Lab Live, les flux secondaires dédiés en podcast sur YouTube. Vous trouverez ceci là-bas. Donc voici pour cette ouverture de week-end de All-Star Game avec un peu de fun et un jeu. Et donc nous, on se retrouve dimanche pour notre fameuse Kobe Lab. Donc la team de Kobe, la All 24, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Grosso modo, dimanche, on va parler de notre roster du Basket Lab pour le All-Star Game. Format habituel et puis ensuite, lundi d'après, l'hebdo comme tous les lundis matin. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci encore à Nico d'être passé sur le Basket Lab pour ce petit jeu. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.